Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de 2002 à 2005, représentant spécial du ministère des Affaires étrangères pour la Chine et auteur d'un livre intitulé « Chine, le grand paradoxe », un ouvrage coécrit avec Claude Leblanc et publié aux éditions Michel Lafon. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour, bonjour à tous. 50e anniversaire de la première fois que vous rencontrez Je ne les fais pas, hein. la Chine. Vous l'aimez ce pays, hein. On le voit dans ce livre, hein. Et depuis longtemps. Je l'aime beaucoup, oui, ça va faire 50 ans. Ouais. J'ai fait mon premier voyage il y a 50 ans, j'étais jeune étudiant. Donc je ne suis pas un sinologue, hein, je ne suis pas un expert, mais je suis un témoin. J'ai fait plus de 100 voyages, donc j'ai vu la Chine changer et j'ai vu ce peuple chinois travailleur. On peut dire ce qu'on veut des dirigeants chinois, mais le peuple, il est courageux, il est travailleur. Et il ressemble un peu à nos peuples, parce que c'est un peuple très cultivé, au fond. Et il y a dans ce peuple des sympathies réelles avec le peuple français. Un peu déçu le premier voyage, notamment sur les problématiques de démocratie. Ah, bien c'est sûr, ce que vous dites. Hein. Bien sûr. Au début, quand on a vu, on était en pleine révolution culturelle, c'était insupportable. Non, mais on a un désaccord politique avec la Chine, c'est clair. Mais le peuple chinois est un peuple subtil. Chirac disait toujours, Chirac aimait beaucoup la Chine, il a participé à cette passion pour moi, il me disait toujours, attention, prends toujours comme point de départ, ils sont aussi intelligents que nous et ils travaillent 2 fois plus. Alors on les aura durablement à nos côtés. Edgar Faure aussi, vous le citez souvent, René Monory dans votre région qui aimait aussi cette Chine. Vous êtes, avec le recul, surpris ou vous attendiez quand même à ces 40 années d'augmentation de la croissance à près de 10% chaque année? Oh, je suis surpris, hein, parce qu'au fond, depuis Deng Xiaoping, ce peuple chinois est redevenu la première puissance du monde, parce qu'ils sont première économie maintenant en parité de pouvoir d'achat depuis 2014, deuxième en valeur absolue, mais en parité de pouvoir d'achat, ils sont la première puissance économique. Ils étaient déjà les premiers en 1800. Ils tenaient en 1800 pratiquement, ils avaient 28 000 tonnes d'or. Ils tenaient une grande proportion de l'or du monde. Donc ils étaient déjà la première puissance économique. Ils se sont effondrés, ils sont passés à côté de la révolution industrielle et depuis Deng Xiaoping, ils sont redevenus, ça demande du travail, de la ténacité, des efforts. Ils sont sortis beaucoup de gens de la pauvreté. Donc il y a un gros travail qui a été fait. Il y a plein de problèmes. Je nie pas les problèmes. Mais je suis comme les Chinois. Yin and yang. C'est pas parce qu'il y a du yin qu'il n'y a pas de yang. C'est pas parce qu'il y a des défauts qu'il n'y a pas de qualité. Alors, la différence avec Deng Xiaoping et l'actuel leader Xi Jinping, c'est que Deng Xiaoping disait en gros qu'il fallait traverser la rivière en tâtant chaque pierre. Est-ce que là, au contraire, il assume le fait que la Chine sera la puissance des années qui viennent? C'est une remarque très juste. Je pense que c'est ça le grand changement. Et ça s'est passé aux alentours de 2008, quand ils ont voulu organiser les Jeux Olympiques. Ils sont sortis d'une attitude qui était une attitude de discrétion. En fait, en Poitou, on dirait mine de rien. J'avance, mine de rien. Bon, là, c'est vraiment, ils ont choisi d'être leader. Et donc, la stratégie de Hu Jintao, le prédécesseur, c'était l'émergence pacifique. Aujourd'hui, la stratégie de Xi Jinping, c'est un leadership de la Chine qui retrouve sa place au premier rang des nations du monde. Et donc, en effet, Jeux Olympiques, foire et expo majeure de Shanghai, Belt and Road Initiative, les routes de la soie, c'est-à-dire beaucoup d'initiatives qui montrent la volonté de puissance. Ils ne sont pas sortis trop tôt de la forêt? C'est une question qui peut être posée parce qu'en tout cas, ils ont déclenché sans doute une tension avec l'Amérique. Moi, je crois qu'on a aujourd'hui le coronavirus comme crise mondiale, mais derrière, et durablement, nous allons avoir la tension, la guerre commerciale, la guerre technologique et scientifique entre la Chine et les États-Unis. C'est le numéro 1 qui n'accepte pas l'arrivée du numéro 2 et le numéro 2 qui veut prendre la place du numéro 1. Ça s'appelle, dans notre langage historique, culturel et diplomatique, le piège de Thucydide. Tout simplement. Et ça, on va l'avoir. Et nous, on risque d'être la petite balle de ping-pong qui se prendra un coup de raquette de l'Amérique et un autre coup de raquette de la Chine. C'est pour ça que le réveil de l'Europe... Voilà. Alors, c'est pour ça que le réveil de l'Europe est clé dans cette affaire. C'est un livre sur la Chine, mais dans la conclusion, c'est il faut l'Europe. Juste avant, le coronavirus, zéro impact, d'après vous, sur le leadership de Xi Jinping? Je ne pense pas que dans cette crise-là, il y ait une vraie remise en cause, puisque, au fond, sa force, c'est la force de l'autoritarisme et de l'organisation militaire de la société. La faiblesse, c'est le manque de démocratie. Donc, mais pour cette crise,
au fond, le virus, c'est un état de guerre. Ils ont mené cette bataille contre le virus comme une guerre. Et donc l'organisation militaire dans la guerre n'est pas un handicap. Donc il peut y avoir des problèmes avec la jeunesse, il peut y avoir des problèmes dans un certain nombre d'autres critères de la société, mais quand il s'agit de faire la guerre, je pense que la guerre contre le virus, cette mobilisation-là, le système militaire d'organisation chinoise a quand même quelques efficacités, semble-t-il. On va voir ce que ça va donner. Mais si ce qu'on nous dit est exact, c'est-à-dire que la Chine est en train de sortir du système, qu'il n'y a pas de nouveaux cas dans la province de Hubei, qu'on est à moins de 20 cas dans les autres provinces, ça veut dire vraiment qu'ils ont maîtrisé la situation. Et ça veut dire vraiment qu'ils vont pouvoir tenir leur objectif, qui est de relancer à partir de la mi-mai la machine économique à plein régime. Donc si tel est le cas, ils vont être à nouveau un moteur de l'économie du monde. Donc dans mon livre, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut les connaître. Ils ont des qualités, ils ont des défauts, mais on ne les connaît pas. Quand vous pensez que... apprivoiser le paradoxe chinois. Absolument. Et vous voyez que nos deux présidents de la République, les deux derniers, ils ont découvert la Chine. Quand ils ont été présidents, ils n'y étaient pas allés avant. Donc il y a un besoin de connaissance. Donc un, il faut connaître la Chine, et deux, il faut penser que pour être face à la Chine, on a besoin de l'Europe. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce que vous dites dans votre livre, pour l'instant, vous avez peur, ce que vous dites, que l'Europe s'aligne derrière les États-Unis contre la Chine. Je pense que c'est un danger, puisque nous, avec la pensée du général de Gaulle, qui est notre indépendance nationale, nous devons avoir des relations avec les États-Unis, mais nous devons aussi avoir des relations avec la Chine. On doit parler, quand on est la France, avec tout le monde. Et donc, on cherche à ne pas avoir d'ennemis. Et la Chine, elle apporte beaucoup de choses qui sont importantes pour nous. Et elle peut nous équilibrer, parce que M. Trump, quand il nous le traite là sur le coronavirus comme il nous traite, enfin, des alliés comme ça, il faut presque mieux avoir des adversaires. Parce que quand on le voit qu'il empêche Total de se développer en Iran, qu'il empêche PSA de se développer en Iran, qu'il remet en cause le changement climatique, qui soutient le Brexit, pour un allié, c'est un allié. Hein. Bruxelles a tort de qualifier Pékin de rival systémique ? Je pense qu'il y a des rivalités, donc je pense que c'est utile d'avoir cette lucidité sur la Chine. La Chine veut avancer. Mais tout le problème, c'est de voir que ce n'est pas par des déclarations qu'on équilibre la Chine. C'est par des contributions et par des rapports de force. Et donc, sur les routes de la soie, on peut faire tous les papiers qu'on voudra. L'essentiel, c'est d'avoir des projets et dans ces projets, imposer nos normes, nos entreprises, nos règles, nos financements et faire en sorte qu'on puisse participer et dialoguer. Et là, on peut construire des rapports de force. Il ne faut pas avoir une réponse idéologique à un projet qui est pragmatique. Il faut prendre un projet concret et sur ce projet dire voilà, les intérêts de l'Europe sont ça. Messieurs les Chinois, est-ce que vous acceptez ? Et on discute et on négocie. Et je pense que cette voie-là de la négociation, de la coopération est plus positive que la bataille idéologique. Mais d'ailleurs, vous le dites, hein, vous dites, attention, sur le plan militaire, ils sont en train de se réarmer, alors que nous, c'est l'inverse. Exactement, nous, Européens. Voilà. Grosso modo, bon, pour le moment, les États-Unis représentent 1/3 des dépenses mondiales militaires. Et la Chine, 1/3 des États-Unis. Vous donnez 300 milliards, vous, voilà. mais un peu plus en fait. La Chine, sans doute un peu plus, oui. Ouais. Parce que ça sont les chiffres officiels, mais sans doute que c'est un peu plus. Mais peut-être qu'aussi c'est un peu plus aux États-Unis d'ailleurs. Mais la Chine représente 1/3 des États-Unis. Mais ils ont une croissance de plus de 10% par an. Donc, à l'horizon 2050, les capacités militaires seront à peu près égales. C'est pour ça que cette tension entre la Chine et les États-Unis sera durable. Parce qu'on voit bien qu'ils ont des forces les uns et les autres. La force financière, elle est plutôt du côté de la Chine. Quand un Chinois gagne $1, l'Américain gagne $3. Mais sur ces $3, l'Américain en dépense 4. Et sur son dollar, le Chinois, il en économise 50%. Et aujourd'hui, c'est l'épargne du Chinois qui finance le déficit de l'Américain. Et ça pèse lourd dans les rapports de force. Mais en matière d'innovation, les États-Unis sont encore très forts. Et donc, ils ont des capacités. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de vainqueur absolu. Et on voit surtout qu'ils sont interdépendants. Et ce qui m'a surpris, c'est de voir que quand M. Trump attaque la Chine, la bourse à Wall Street baisse. Donc M. Trump, pour gagner ses élections, il a besoin d'une Chine basse, mais il a besoin d'une bourse haute. Et là, il y a un problème. C'est quand il attaque la Chine, c'est la bourse qui baisse. Et donc ça, il y a un petit problème pour lui. Notre position par rapport au coronavirus, est-ce qu'il faut parler de démondialisation, rapatrier, relocaliser aussi en France et en Europe, notamment la pharmacie, sachant que 80% des médicaments sont fabriqués là-bas. Là aussi, nous aussi, on doit avoir une réflexion par rapport à la Chine.
Il faut une réflexion par rapport à la Chine. Mais disons très franchement, d'abord, on prend conscience de notre dépendance, mais enfin, on le savait quand même, il ne faut pas... toutes ces découvertes, ça. Mais nous sommes dépendants sur ces questions-là de la Chine, mais nous sommes dépendants de l'Allemagne, qui est notre premier client, notre premier fournisseur, sur bien la question. Et puis demain, s'il y a des problèmes en Algérie, vous voyez qu'on n'est pas dépendant aussi un peu de l'Algérie, on est dépendant du nord de l'Afrique, on est dépendant même de l'Afrique. Donc vous voyez, aujourd'hui on est dans un monde d'interdépendance. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'en France, on construise ce que nous considérons vraiment être notre souveraineté et qui sont les choses essentielles. Et donc de se poser la question, est-ce que faire de la voiture, c'est essentiel? Est-ce qu'avoir de l'aspirine, c'est essentiel? Quels sont, aujourd'hui par exemple, on dit, on a laissé partir notre industrie. Mais est-ce qu'on en tire la conclusion qu'il faut défendre notre agriculture? Parce que l'indépendance alimentaire, c'est pas trop tard pour la défendre en France. Mais à condition qu'on dise maintenant, l'indépendance, c'est aussi la capacité d'avoir une alimentation saine aujourd'hui et pour toujours. Donc ça, c'est une question de souveraineté. Donc je pense qu'il nous faudrait une réflexion nationale pour dire quel est notre paquet de souveraineté. Et là, voyons que, par exemple, pour le traitement, à haute valeur, du cancer et le traitement le plus simple qui est le traitement du Doliprane, de l'aspirine et que ça fait partie de nos priorités, que nous pouvons avoir sur la qualité de l'alimentation des priorités, et ça on le protège chez nous. Pour le reste, on joue la carte des échanges. Il ne faut pas considérer qu'on peut réussir dans ce monde actuel tout seul. On voit bien que les frontières ne sont pas des protections. Dernière question, M. Raffarin, et réponse rapide. Est-ce que nos hommes politiques pensent comme vous? Est-ce que vous entendez cette musique ou pas? Non. Non, d'accord. Franchement, un certain nombre pensent, mais d'une manière générale, on connaît trop mal la Chine. Ouais. Et donc, on fait de la Chine une sorte de diabolisation. Ouais. Et donc, la Chine, il faut la voir avec sa pensée, avec sa culture. Plus de 5000 ans. Donc, peuple très intelligent, peuple très travailleur. Donc, il faut en tenir compte. Mais il faut le connaître pour mieux discuter avec lui et pour défendre nos intérêts. Mais on a intérêt, pour défendre nos intérêts, à connaître les intérêts de la Chine. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.